Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on a déjà consacré des émissions à l'autisme, à l'orientation, à la parentalité, à l'intégration. Et bien, aujourd'hui, je vous propose comme une grande synthèse, tous ces thèmes traversent en effet le film L'enfant qui mesurait le monde. Il est signé Takis Candilis, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, ce sont ces formidables œuvres exposées dans le cadre de Fantastique Physique, exposition qui a lieu à Rouen. Évidemment, ça renvoie au programme de sciences physiques. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, direction Toulouse pour le marathon des mots. C'est jusqu'au 30 juin, on se dépêche. Et puis rendez-vous avec Sandra Ferreira en fin d'émission. Ça y est, l'été pointe son nez, il va falloir s'hydrater. Mais que boire? Réponse dans Plateau Repas de notre diététicienne et nutritionniste. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. L'enfant qui mesurait le monde est depuis hier sur les écrans. Film tiré du roman éponyme de Metin Arditi, paru chez Grasset. C'est un film aussi sensible que prenant, qui réussit à créer du suspense sur ce qu'il y a sans doute de plus difficile à capter, les sentiments. Bande annonce. C'est pas encore fini leur histoire. Alexandre, c'est du pénal. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que je vais payer pour tout le monde. C'est important. Oui, pas maintenant. Ça vient de Grèce. Monsieur Arda, votre fille. The body will leave for Athens tonight. Then I'm leaving too. And what about Yanis? Yanis. Bonjour. Je suis le papa de ta maman. C'est pas facile de dire la vérité à un enfant, surtout un enfant comme lui. Comment ça? Yann, c'est autiste, Asperger. Qu'est-ce que tu comptes là? Le nombre de places. Sophia avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Yann. Moi, j'avais besoin d'un deuxième boulot, comme un peu tout le monde ici. Tu cherches quoi? J'ai l'impression que ces garçons auraient besoin quand même d'une vraie éducation plus adaptée. Vous pensez pas? Je pense que je m'occupe très bien de lui. Alors, vous vendez? C'était l'endroit préféré de votre fille. This is my proposal. I'm sure it will satisfy you. Je peux m'asseoir? Je suis journaliste. Croyez pas qu'il pourrait y avoir un lien entre sa mort et ce projet d'hôtel. Ce que je veux juste, c'est récolter le plus d'argent possible pour lui. C'est pas normal, ça? Je veux pas y aller! Yanis! On va faire simple, je bougerai pas, à moins du triple. Il y a des lois qui disent que les enfants dépendent de leur famille. Moi, je suis pas ta famille. Tu sais ce que je fais, moi, comme métier? Je construis des trucs moches. L'argent, oui. Elle avait raison, Sophia. Surtout ce qu'elle m'a raconté sur moi. Le théâtre grec, c'est le lieu de la tragédie. Il y a un petit garçon sur cette île qui a sacrément besoin de vous. Je sais pas comment on peut rendre heureux un petit garçon comme lui. Takis Candilis, bonjour. Bonjour. Le journal Le Monde a écrit de vous que vous représentiez, je cite, un pan de la mémoire de la télévision française. Alors, je ne peux pas citer toutes les fictions que vous avez produites. C'est lourd. Vous n'aviez pas vu l'article? C'était il y a quelques années. Mais bon, pour faire simple, si vous avez regardé la télé au cours des 30 années, écoulées, vous avez forcément vu et sans doute aimé des dizaines de productions qui portent la patte de Takis Candilis. L'enfant qui mesurait le monde, c'est votre deuxième long métrage. On aime bien parler d'orientation ici. Je voudrais qu'on revienne quelques instants au premier, 1982, Transit, ça vous emmène à Cannes d'ailleurs. Mais c'est même pas le premier film, parce que le premier, vous êtes encore lycéen. Je suis encore lycéen, j'écris un scénario, parce que je suis plus à la Cinémathèque de Paris que au lycée, je dois dire. Et donc, l'année de mon bac de français, oui, je crois, j'écris un scénario que j'envoie au Centre du cinéma, dans un truc qui s'appelle le GREC, Groupe de recherche et d'études cinématographiques, et il me donne une subvention, et je me dis, mais comment je vais faire un film? Et voilà, et l'affaire est partie. L'affaire est partie, vous réalisez ce film, il sort à Transit, j'ai retrouvé des critiques, elles ne sont pas mauvaises. Pourquoi vous arrêtez de réaliser à ce moment-là? Vous avez dit, j'ai pas aimé mon film, et comme je suis assez orgueilleux, j'ai décidé de devenir producteur, c'est vrai? Je suis un peu comme le personnage du film, d'ailleurs il me ressemble étrangement. Et voilà, je vois le film, évidemment comme toute la salle, parce que la copie est arrivée à 14h et que la projection est à 20h, et je trouve que je suis passé à côté. Carrément. Et je me dis, bon, bah, c'est fini, j'arrête ça, et puis je vais faire autre chose. Que vous êtes vraiment tout jeune. Et je suis pas allé très loin, puisque j'ai fait de la télé. Ouais, non, effectivement, c'est pas extrêmement loin. Vous dites que le personnage vous ressemble un peu. C'est vrai que c'est un double. Il y a un certain nombre d'échos qui sont assez faciles à trouver entre vous, réalisateur tout jeune, mais qui finalement fait de la production, le personnage architecte qui finalement devient promoteur. Vous aviez quand même aussi un père architecte. Et quel architecte?
qui fut assistant avant d'ailleurs de faire une énorme carrière en son propre nom, mais qui fut l'assistant du Corbusier. Enfin, bon. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, le film parle aussi du Nombre d'Or et Corbu, puisqu'on l'appelait Corbu, a travaillé sur un personnage qui s'appelait le Modulor, qui lui permettait de construire toutes ces réalisations dans l'échelle humaine. On va y revenir à ce Nombre d'Or, 1,618, ai-je appris en regardant le film. Exactement. Les proportions idéales selon les architectes. Un mot encore de votre histoire. Vous racontez, alors ça c'est dans un entretien avec Anna Cabana en JDD, que vous êtes revenu à vos racines grecques assez tard. Le titre de l'entretien, je suis allé chercher, Les larmes de Takis. Vous avez plongé la tête comme ça, ou elle a un petit peu s'est fait plaisir avec Non, elle ne s'est pas fait plaisir. Non, mais elle vous parle de la Grèce et vous vous rendez compte que vous êtes grec, quoi. Exact. Mais c'est vraiment là où ça s'est passé. C'est vrai. C'est fou. Dingue. Et quelques temps après, un journaliste grec du Monde grec, Kathimerini, qui est le Kappa, m'appelle et me dit, voilà, je fais un reportage sur les Grecs de France. Et je me dis, mais tout d'un coup, franchement, je me suis rendu compte là que j'avais un nom très particulier, qui d'ailleurs... je suis passé vraiment ces 40 ans de manière totalement transparente, et je trouvais normal que je me retrouve directeur des programmes de TF1 ou numéro 2 de France Télévisions. Ça ne me choquait pas outre mesure. Et après ce papier d'Anna Cabana, on était au restaurant, elle me fait l'interview et j'écate en sanglots. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça veut dire quand même que j'ai un peu de sensibilité. N'est-ce pas, Udam? Un métèque, ça doit prouver que c'est meilleur que les autres, vous lui dites aussi à un moment donné. Comme dans la chanson de Moustaki, un autre grec, italo-grec. Mais exactement. Bref. Ouais, et vous avez eu ce sentiment pendant toute votre carrière qu'il fallait bosser plus parce que... Non, je pense pas que ce soit parce que je suis un métèque, mais parce que j'avais un père qui m'a poussé à travailler. Et vous savez, quand vous avez... Bon, mon père était quelqu'un d'assez connu. Et il fallait que je sois aussi bon ou aussi fort que lui et que je me fasse un prénom. Donc j'ai délaissé peut-être mes enfants. Alors comme dans le film, parce que j'ai beaucoup travaillé. Yanis, dans le film, il a 9 ans, 4 mois et 13 jours quand il fait la connaissance de son grand-père, joué par Bernard Campan. Oui, c'est très précis, mais Yanis, il plaisante pas avec les chiffres. C'est lui, l'enfant qui mesurait le monde, qui donne son titre au film. On va continuer à en parler avec Takis Kandidis, juste après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. On va du Nombre d'Or à la physique, mais c'est pas très loin finalement. Matière présente, la physique tout au long de la scolarité. Et on en parle à l'occasion de cette exposition fantastique physique qui vient d'être inaugurée à Rouen. Oui, l'inauguration a eu lieu le 20 juin dernier au Musée national de l'éducation. C'est une exposition qui revient sur l'enseignement de cette matière, qui je sais a donné du fil à retordre à beaucoup d'entre vous. Comme regarder. Je sais pas, peut-être. Super. Bon, en fait... je confirme. Bon, ça fait un moment qu'elle enquiquine ou émerveille, il faut bien le dire, certains, c'est selon les élèves, car elle fait son entrée au programme en primaire sous la Troisième République, c'est-à-dire vers 1870. Et en 1902, la réforme de l'enseignement des sciences introduit des manipulations par les élèves. J'ai envie de dire, c'est la partie la plus marrante de la physique, selon moi. D'accord. Dans l'espoir, il y a l'expérience du son qui ne se propage pas dans le vide, par exemple. Oui, par exemple, un réveil matin enfermé dans une enceinte dans laquelle on fait le vide et là, on n'entend quasiment plus rien. La célèbre lampe de Faraday. Alors, c'était pas ça. Moi, je dis célèbre, moi je connaissais la cage d'ailleurs en plus. Mais bon, bref, c'est la lampe qui fonctionne sans pile et qui s'allume quand on la secoue. Alors, c'est pas facile à faire, il y a des tutos. On l'a construit avec un aimant, une bobine de fil de cuivre. Et voilà, donc c'est un petit souvenir, petite Madeleine de Proust physicienne. De petite Madeleine de Proust, mais c'est un énorme programme, la physique. Oui, alors cette exposition se focalise, vous l'aurez compris, sur l'enseignement de la science physique. Et cela autour de trois axes que sont l'optique, les poids et les mesures et l'électricité. Exposition avec plein de manips. Ouais, évidemment. Alors, et aussi, on fait la découverte d'objets qui servaient aux élèves dans le temps. Par exemple, vous avez celui-ci, je ne sais pas si on le voit à l'antenne, vous avez celui-ci qui est donc la machine électrique de Ramsden. Et la machine électrique ramsden, on la doit à l'opticien anglais Jesse Ramsden. C'est en 1775 qu'il met au point une machine capable de produire une décharge électrique par frottement d'un plateau de verre en mouvement. La puissance mécanique engendrée par la rotation du plateau est ainsi convertie en puissance électrique. L'électricité produite l'est sous forte tension mais très faible intensité. Et cette machine s'impose dans les classes jusqu'à la fin du 19e siècle. Okay. Les élèves, ils avaient ça dans leur classe. Donc on peut tester cette machine pendant l'expo, c'est pour l'électricité, d'autres expériences? Oui, alors je peux vous faire participer aussi. Alors, je ne sais pas si on la voit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est le double cône de la Bénolé. Oh non, mais vous avez lu. Oui, ça s'appelle l'Anti-Sèche, la chronique. Voilà. C'est le double. Bon, alors c'est le double cône de la Bénolé. Et ça sert à quoi? Parce que alors c'est intriguant, c'est beau, ça date de 1778. Et alors, je vais
je vais mettre mon petit costume de Michel Chevalet, J'aime référence. bien quand vous parlez avec des références que je comprends. Voilà, référence pour nous tous. Ouais. Alors, je vous explique comment vous voyez. Il s'agit d'un solide en forme de bicône et de 2 planchettes verticales, identiques dont les bords supérieurs constituent une sorte de plan incliné. Ok. Et comme vous le savez ou non, peut-être pas, la stabilité d'un corps correspond à la position basse de son centre de gravité. Donc on pose le bicône sur la partie inférieure du plan incliné et on constate qu'il remonte D'accord. sur le plan incliné en tournant. Et comment ça se fait qu'il remonte? Magie, sorcellerie, Physique. que nenni, physique, c'est ça la réponse. Eh oui, bien sûr. Et alors en fait, au cours du mouvement, du fait de la forme du solide et de l'écartement angulaire des 2 planchettes, le centre de gravité du cône est descendu, c'est QFD. J'espère que vous avez pris des notes, parce qu'après il y aura Non, on interrogation mémorise écrite, tout, c'est les- formidable. La Bénolé qui est, d'un mot, juste un des plus grands vulgarisateurs des sciences. Oui, on dit que c'est lui qui a fait de la physique expérimentale un plaisir d'amateur et un divertissement à la mode. Et Ben ouais. voilà, et ben on va prendre du On va- plaisir à cette exactement. exposition. Fantastique Physique, c'est à Rouen, Musée National de l'Éducation. On a toutes les vacances pour y aller, même Et la même rentrée. toute c'est- l'année. Et même toute l'année, dites donc. Même, 30 décembre 2026. 30 septembre 2026. Oui, c'est ça. Enfin, c'est dans longtemps, quoi. On a le temps. Allez-y. Cécile, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré Avec plaisir. Takis Candilis, le grand oral. 1,618, donc ce nombre d'or, celui de la proportion idéale et de l'harmonie pour les architectes comme Le Corbusier, un nombre que trouve spontanément le petit Yanis dans L'enfant qui mesurait le monde, le film qui est sorti hier. Ce fils du personnage joué par Bernard Campan, le fils de Sophia, c'est ça, et donc fils de Sophia, il a un léger syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça vous apportait au récit de présenter un enfant qui était un peu différent? Mais je trouvais que le personnage d'Alexandre, qui apprend en quelques minutes qu'il est foutu à la porte de son boulot, il est promoteur, il a fait une petite magouille, donc on le met dehors, et en même temps, il y a un coup de fil qui arrive de Grèce et qui lui dit quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on découvre tout de suite après, sa fille est morte. Fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Et c'est une fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans, et quand il arrive sur cette petite île grecque de Kalamaki, il veut évidemment reprendre le corps et l'emmener en France pour qu'il soit enterré en France. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites de Yanis? Et il comprend qu'il a un petit-fils. Et ce que je voulais, c'est que avec ce petit-fils, il essaye de recréer le lien qu'il n'avait pas eu avec sa fille. Et pour cela, je voulais évidemment des écueils supplémentaires. D'accord, oui, c'est quand même un bel écueil. Voilà, et effectivement, même si le syndrome dont est touché Yanis est Il a un Asperger léger. Ouais. Malgré tout, Asperger léger ou pas, il a ce handicap qui est le handicap social, on va dire, le lien social est très difficile à créer. Et deuxièmement, on a ce problème physique qui est on ne touche pas, ou on a ce problème de préhension du corps. Et donc, lui, il va... En fait, l'histoire, c'est 3 personnages. Alexandre, joué par Campan, Yanis, joué par le petit Raphaël Brottier, et une jeune femme qui s'appelle Maraki, qui est jouée par Maria Apostolakea, qui est magnifique. Formidable, très belle comédienne. Et qui sont tous les deux enfermés dans leur propre solitude et qui vont chercher à trouver un moyen de communiquer ensemble. Je ne peux pas tout raconter, mais elle a une bonne raison de s'occuper de Yanis. C'est un enfant qui est un remède à la solitude des hommes, dites-vous dans le film. Exactement, oui. C'est-à-dire que je me suis aussi inspiré d'un personnage qui existe sur cette île en question, où j'ai tourné et que je connais depuis. Vous allez en vacances depuis 25 ans, c'est ça? Oui, et même pire que ça. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, mon père m'avait emmené sur cette île, et c'est une île de pirates. Il y a des canons comme ça dans le port, et moi j'étais fasciné par les canons, et je suis toujours revenu dans cet endroit. Et je regarde ces canons à chaque fois. Vous saviez un peu que vous étiez grec quand même. J'en avais quelques notions, mais vous savez, quand vous êtes à l'école communale, à la communale, à l'école de la République, vous êtes obligé de rouler droit et d'oublier vos origines. Les pères, ils dégustent pas mal dans le film, hein. Pas les mères, parce que ce soit Maraki qui s'occupe de Yanis, ou Sophia qui certes est décédée, mais bon, qui est un beau personnage, enfin, devine-t-on. À un moment donné, Maraki dit comme une mère qui aimait son fils. Et Alexandre, le personnage joué par Campan, vous le filmez, c'est très bref, ce petit mouvement de recul comme ça, comme si c'était pris un uppercut ou un... Elle s'en est un. Et ouais. C'est-à-dire qu'elle lui en envoie des uppercuts. Elle est totalement déstabilisée par l'arrivée de Campan, d'Alexandre plutôt,
Et elle est persuadée qu'il va lui voler le petit Yanis. Ouais, mais Alexandre, il est donc joué par Campan, lui aussi est persuadé de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a Yanis, une mère ne peut pas être fâchée contre son fils. Votre film, c'est quoi? C'est un grand hommage au matriarcat, au rôle des mères, hein? En tout cas, c'est un hommage à la famille, je pense, Ouais. au fait que la famille, pour être soudée, elle doit parler, elle doit échanger, elle doit se respecter. Vous l'avez dit en début d'émission, vous le dites aussi d'ailleurs dans le dossier de presse, dans les échos qu'il peut y avoir entre le personnage d'Alexandre et vous, il y a ces difficultés de communication avec vos enfants. Vous leur avez écrit une lettre d'1h30 au cinéma. Ils l'ont vu d'ailleurs? Ouais, ils l'ont vu, bien sûr, ils étaient très émus. Ouais. Et j'ai fait plus que ça, je leur ai écrit un livre. J'ai écrit un livre de... Mais rien que pour eux, là, pour le coup. Nous, on l'a pas eu. Eh non, oui, c'est ça. il y a eu 10 exemplaires Ouais. et c'est eux qui les ont. Voilà. D'accord. Et je leur ai un peu expliqué le métier que je faisais, qu'est-ce que je faisais, parce qu'ils ne m'avaient pas vu pendant des années et des années. C'est vrai que vous aviez la réputation d'arriver à 6h du matin dans le bureau de vos différents employeurs pour manger du scénario, l'annoter, le choisir. J'ai lu ça, c'était vrai? C'est vrai. Ouais, pour l'éducation, c'est pas génial. Et je donnais les premiers rendez-vous à 6h30, 7h moins le quart, donc ça déstabilisait un peu. Il fallait être motivé. Ça déstabilisait. Mais au moins, Bon, en même temps, vu c'est bien. Vu les différentes, quelque chose. Ouais, vu les positions qui furent les vôtres, je pense que le genre valait la chandelle. L'artiste tourmenté accouchant d'un film aussi confidentiel qu'intimiste après des années de tribulation solitaire, très peu pour lui, écrivait Les Échos en parlant de vous en 2010. Finalement, vous avez fait un film. Moi, je fais le pari qu'il ne sera pas confidentiel. Il est intimiste en revanche par certains aspects, mais il y a aussi de l'action, il y a presque du polar par moment, il y a plein de choses dans ce film. On retrouve Takis Candilis juste après la récré. Après Rouen, dans l'Anti-Sèche, vous nous emmenez, Cécile, à Toulouse pour cette récré. Toulouse qui célèbre la littérature en ce moment. Exactement, c'est jusqu'au 30 juin, se tient le marathon des mots. De quoi s'agit-il? Ce sont 130 rendez-vous littéraires et culturels qui ont lieu dans la Ville Rose, mais pas seulement, aussi dans toute la région Occitanie. Avec des tas de grands noms qui vont venir, de la littérature, mais pas seulement d'ailleurs. Voilà, on ne peut pas tous les citer, évidemment. Non. Le programme est très, très, très riche. Alors, par exemple, j'ai pris quelques petites choses comme ça, de ci, de là. L'actrice et romancière Rachida Brakni propose une lecture musicale de son livre Cadour avec un violoncelliste. Demain, une rencontre est prévue avec Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt 2023 pour son roman Veiller sur elle. Vendredi, toujours dans un autre registre, l'actrice Marie-Christine Marot propose une lecture d'un livre de Laure Murat qui s'appelle Proust, roman familial. Qui vient de sortir, qui est passionnant. Voilà. Ou encore l'actrice Judith Henry qui propose, quant à elle, une lecture musicale en hommage à Jane Birkin. Donc c'est vraiment très varié et ça prend des formes à chaque fois assez différentes. Et vous avez dû choisir de manière drastique parce que le programme est énorme, c'est ça? Bah oui. Alors on peut retrouver l'intégralité du programme sur lemarathondesmots.com. Alors petite précision, c'est la 20e édition de ce marathon des mots. 20e édition du Marathon des mots, mais 10e édition d'un autre festival super chouette qui a lieu tous les étés. Ouais, oui, il on faut aime en bien. parler également. Oui, alors Partir en livre a débuté le 19 juin et s'achève le 21 juillet. C'est un événement En fait, c'est plein d'événements, c'est ça. Ce sont des milliers d'événements dans toute la France, dans 199 structures labellisées autour du livre et de la lecture. Mais ce festival, contrairement au Marathon des mots, est focalisé uniquement sur la littérature jeunesse. Et cette année, le thème est sport et jeux. Oh, comme c'est étonnant, Jeux Olympiques oblige. Avec un copain de Michel Chevalet comme parrain. Oui. Je ne sais pas si c'était copain, mais c'est mon enfance, tout ça. Okay. Avec Dominique Rocheteau, oui, l'ancien joueur de l'Ange l'équipe vert. de France de football. Il y a un gros enjeu autour de ce festival pour les 16-19 ans. Oui, parce que il y a une étude récemment qui a été publiée en avril sur les 16-19 ans qui disait que la lecture était vraiment... les filles ne lisaient plus, elles sont plus que 3 sur 4, les garçons 1 sur 2. C'est pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal, mais ça descend. Et quotidiennement, évidemment, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur un écran que sur un livre, ça, on s'en doutait un peu. Et ça a amené le Centre national du livre à tirer la sonnette d'alarme. Oui, alors le Centre national du livre organise Partir en livre, et effectivement, Pascal Perrault, qui a tiré la sonnette d'alarme, il a tiré la sonnette d'alarme, il a dit « Ces tendances sont préoccupantes puisque l'imaginaire des enfants, la construction de leur personnalité, l'apprentissage des connaissances sont en cause. Cela appelle une mobilisation. » Voilà, on le dit souvent quand même sur School TV. On le dit beaucoup. Hein, on le dit beaucoup. On avait reçu Alexandre Jardin. Exactement, qui a avec son association Lire et faire lire. Donc oui, il faut le redire et on le redit. Et ce festival Partir en livre en fait partie de cette Super, Partir en livre, c'est dans toute la France pour tous les enfants jusqu'au 21 juillet. Et Toulouse, le Marathon des mots, c'est jusqu'au 30 juin. Merci beaucoup. Grand oral. Vous l'aurez compris, il y a plein de dimensions qui s'entremêlent dans le beau film de Takis Candilis, L'enfant qui mesurait le monde. L'une d'entre elles renvoie à la fois à vos origines, mais aussi à votre métier, qui était de faire advenir des histoires. Parce que vous avez produit, je le disais, des centaines de fictions. La Grèce, c'est aussi un peu l'alma mater des mythes, des grands récits. Et le théâtre grec, c'est le lieu de la tragédie. Donc il y a aussi ce clin d'œil quand même, non? Oui. Il y a beaucoup de clins d'œil, peut-être, j'espère pas trop. Il faut que les gens... Oui, parce qu'après ça devient un peu épileptique, voilà. C'est désagréable. Les gens gardent les yeux ouverts. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Je voulais toucher les gens
dans leur cœur. Avec Et moi-même, j'adore l'émotion aussi. Ouais. Ah, oui. Il y a un personnage du film à part entière, quand même, c'est la Grèce. Oui, tout à fait. Vous Alors, avez voulu c'est la une montrer, Grèce- c'est une Grèce en crise. Oui, c'est pas la Grèce dont les 38 millions de touristes ont l'habitude. C'est la Grèce de derrière la caméra, on va dire. Et c'est une petite île que j'ai choisie qui a une architecture néoclassique, loin des petites maisons blanches avec les toits bleus, etc. et les ânes qui marchent dans les rues. Et puis, c'est la Grèce de l'après-crise. Malheureusement, pas si après-crise que ça. Donc, tout le monde a 2 boulots. Voilà, tout Quand le monde on a arrive, 2, quelquefois même 3 ça. boulots. Et le SMIC est à 700 €. Et l'essence est plus chère qu'en France. Un Grec qui avait fait un film sur la crise grecque, d'ailleurs, Costa Gavras, il y a quelques années. Tout à fait. Elephant in the Room, Avec c'est le même super chef comment. opérateur. Est-il un adulte dans la pièce, je crois. Oui. Ah, vous avez le même chef Oui, op oui, tout pour à filmer fait. la... Oui, oui. Extraordinaire. Ce qui donne une lumière, d'ailleurs, qui n'est pas une lumière de carte postale. Bien sûr. Mais qui n'est pas nous, qui est quand même une lumière, c'est assez lumineux malgré tout. Hein, il y a du soleil, mais effectivement quelque chose d'assez réaliste d'une certaine façon. Vous avez voulu ça. Oui, oui. Ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quand même quelques ciments qu'on retrouve sur cette île grecque, notamment l'orthodoxie qui est absolument partout. Ça va de la petite icône sur le bureau du policier à la cérémonie de Pâques, qui est la grande fête dans l'orthodoxie en fin de film. Oui, oui. Et puis le rôle du prêtre, qui est joué par le romancier. C'est Metin Arditi lui-même qui joue le rôle du Pope. Il parlait pas grec, lui. Non, pas du tout. Moi, je voulais qu'il joue le personnage du professeur, parce que c'est 2 personnages qui, pour moi, sont fondamentaux. C'est les 2 sages. Dans l'éclosion d'Alexandre, dans cette nouvelle vie. C'est d'une part le garant de la culture, le professeur, et de l'antiquité, et du savoir, et de l'autre, de la foi, qui est le Pope. Et Metin m'a dit, non, je préfère jouer le personnage du Pope. Je lui ai dit, Metin, tu es juif et turc. C'est un peu un problème quand même. Et tu parles pas grec. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Et il est formidable. Voilà, il s'est peut-être pas converti, mais il a appris le grec. Le projet de Sophie, de Sophia. Ah oui, d'ailleurs. Au fond, dès le début du film, vous nous dites, vous vendez un peu la mèche, parce que Alexandre arrive en Grèce, Oui. il vient voir Sophie, sa fille, et on lui dit non, Sophia. Donc il reprend, il dit non, c'est Sophie, mais non, c'est Sophia. Et Sophia, c'est la sagesse aussi. Exactement. Et c'est la sagesse qui, à la fin, vient lutter contre le mercantilisme et la puissance de l'argent. Tout à fait. Je voulais ce double prénom. Et lui-même, au bout d'un moment, il comprend qu'il doit l'appeler Sophia. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est la scène finale. Parce que la scène finale, c'est comme J'essaye de ne pas tout raconter. Non, mais si vous avez remarqué. elle est comme un baptême. Voilà. Oui, c'est vrai. Et je C'est voulais vrai. la symbolique de l'eau qui nettoie les corps et les âmes et qui leur permet de vivre une nouvelle vie. Et c'est vrai que les baptêmes dans les églises orthodoxes grecques, c'est tout le corps. C'est pas juste 3 gouttes sur la tête. Cette île, c'est Spertès. Non, Spetses, pardon. Où vous alliez vous rencontrer souvent Grigoris. Grigoris, effectivement, c'était un personnage, et c'est pour ça que j'ai pensé à Yanis et Grigoris. Grigoris, c'était un personnage qui vend du maïs sur le port et qui est un peu handicapé. Et c'est la mascotte de l'île. Tout le monde vient acheter à Grigori un petit bout de maïs. Et c'est ce que je voulais avec le petit Yanis. Je voulais qu'il soit, avec tous ses problèmes, etc., malgré tout, le personnage de l'île, l'enfant de l'île. Petit Yanis dont j'ai pas dit le nom, c'est Raphaël Brottier, c'est ça? Raphaël Brottier, ouais. Superbe, hein? Magnifique. Parce que c'est pas évident de trouver des enfants qui jouent bien et qui jouent bien un personnage très compliqué à jouer, parce que c'est un personnage, comme vous l'avez dit, qui veut pas être touché, qui est un peu mutique, et en même temps il passe plein de trucs. Alors Raphaël, je l'ai choisi entre 80 enfants, donc il y a eu un gros casting. Ah ouais. Et c'est le seul qui n'avait jamais joué de tous ceux que j'ai vus. Et puis surtout, il a un petit frère qui est handicapé, qui s'appelle Théo, qui est un magnifique petit garçon. Et donc, il s'est beaucoup inspiré de son petit frère pour jouer les scènes. Ben voilà, Théo, la boucle est bouclée, ça nous renvoie à la théologie, à Dieu. Vous restez avec nous, on va aller à la cantoche, parce que nous, à la cantoche, c'est important. Surtout que j'ai rien mangé à midi. C'est pas vrai, on va boire, hein. On va prendre un des ingrédients pour faire un bon ouzo. Très bien. Mais bon, pas de chance, c'est l'eau. Quoi? Jamais éducatif. Cécile, merci beaucoup. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Ça y est, même si ça va, ça vient, il fait quand même plus chaud et il va absolument falloir s'hydrater. Que boire, que manger pour se sentir bien hydraté? On commence par l'hydratation? Bah oui, déjà rappelons que notre corps est composé à peu près de 60% d'eau. Alors l'eau, il y en a partout, hein. Il y en a dans le sang, dans plein d'organes, le cerveau, les poumons, les os, les muscles. Et chaque jour, entre 2 et 3 litres d'eau sont
dépensée, excrétée par notre organisme tout simplement par la transpiration, par les urines et par la respiration également. Alors il est important de bien s'hydrater pour couvrir tous les besoins nutritionnels et quand il fait chaud ou qu'on a de la fièvre, eh bien, nos besoins sont plus importants. Il faut voir beaucoup les signes de la déshydratation, quels sont-ils? Alors déjà, il faut savoir que quel que soit l'âge, une déshydratation même mineure va causer des problématiques. Alors c'est plus risqué chez les personnes handicapées, chez les enfants, chez les personnes âgées. On va avoir de la fatigue, des maux de tête, une augmentation des douleurs articulaires éventuellement. Et puis la peau également. La peau, elle, surtout si vous l'exposez en plus au soleil, elle va... J'aime bien comme elle vous regarde, genre, il va souvent en Grèce, je vais essayer de l'aider. Ah oui, j'ai bien compris qu'il y avait la graisse et le soleil. Donc la peau, c'est mauvais. La peau, la sécheresse de la peau, des muqueuses. Le transit peut être modifié, donc ou vous provoquez une constipation ou vous aggravez une constipation existante. Super. Et puis les reins, eux, parfois peuvent être impactés. Donc insuffisance rénale, là c'est les cas graves, mais sinon petite infection urinaire. Alors, petite astuce glamour, vous regardez la couleur de vos urines. D'accord, regardez votre pipi. Non, mais c'est super. Regardez votre pipi. Les urines sont foncées et peu abondantes. Mauvais signe, vous n'avez pas assez bu. Si les mictions sont régulières et les urines sont claires, je vous adore. Bon, est-ce qu'il y a des astuces pour bien s'hydrater? Vous allez me dire de boire de l'eau, moi. Mais on m'a toujours dit ça, buvez de l'eau. Boire de l'eau. Alors, on aurait envie de boire petite boisson sucrée, petit jus de fruits, des sirops sucrés. Bof, bof. Vraiment, c'est beaucoup moins hydratant que l'eau pure. C'est souvent calorique, hein, donc bon, on passe. Là, ce que vous allez faire, c'est des petits thés, des petites infusions maison, froides, chaudes, thé glacé, sans sucre de préférence. Alors, c'est très, très sympathique. Hein. Vous prenez de l'eau, vous pressez du jus de citron, vous avez une petite citronnade maison, vous faites infuser des feuilles de menthe dans de l'eau, ou même avec des petits concombres, vous avez quelque chose de vraiment bon, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Et sinon, j'ai une petite trouvaille là, en plateau. Il y a une astuce, je la sens. Alors, c'est du concentré naturel, sans colorant, sans édulcorant, sans alcool, sans sucre, sans rien, sauf avec beaucoup de goût et de saveur. On a plein d'arômes. Un flacon, ça aromatise 25 litres d'eau. Ah oui, quand même. Donc pendant que je vais continuer à parler, vous allez goûter. Allez. Il faut que vous buviez, vous, en plus. Vous voulez quoi? Il y a fruits rouges vanille, citron, yuzu, gingembre, ça c'est pour le 11e arrondissement de Paris, pomme amandine, menthe concombre, hibiscus passion, ananas coco. Mais moi, le citron, yuzu, gingembre le 11e, d'accord. Hein, finalement, je me permets. Donc 7 gouttes. Allez-y. Alors, 7 gouttes. Il y a derrière de quoi appuyer, Emmanuel. D'accord. Vous verrez, il y a un petit... Ah ouais, 1, 2, Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. Allez. On laisse un peu fouiller, non? Oui, normalement, moi il aussi, faut laisser un peu infuser. Allez-y, vous goûtez, vous allez voir que... 3, donc, il n'y a 4, pas de calories, 5, ça donne un petit peu de goût. Si ce n'est pas suffisant, vous en mettez un petit peu plus. Mais voilà, on se rappelle, Emmanuel... Alors, c'est bien. Ça va, on peut mettre plus. Et ça sent de loin en tout cas. Ouais. C'est vraiment, moi c'est ananas coco mon préféré. C'est vrai. Donc là, pour une fois, on est dans quelque chose de naturel. Et on se rappelle aussi qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif. C'est ce que j'allais dire, il faut boire tout le temps. Oui, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Dès qu'on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc toujours une petite bouteille à côté, à votre bureau. Si vous partez en avion, avoir une bouteille d'eau pour les problèmes de déshydratation, mais aussi il faut pouvoir passer le sas avec la bouteille d'eau. Alors, il va falloir acheter l'eau après. Un peu plus cher, je vous l'accorde, mais il va falloir. Et puis fruits et légumes. Les fruits et les légumes frais sont bourrés d'eau. La pastèque, par exemple, en été. Donc ça passe très bien au niveau de la douane. Vous pouvez emmener des fruits, des légumes. Et voilà, l'eau, c'est le meilleur allié pour cet été. Et puis sinon, un petit peu d'ouzo à l'intérieur, parce que quand même, c'est pas désagréable. Merci beaucoup. On gère maintenant. Oui, j'ai vu. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Evcharisto Takis, un petit mot quand même. Il sort dans un contexte particulier. C'est un film de réconciliation. Exactement, et je trouve que, c'est vrai, j'ai mis 3 ans à faire ce film, mais il arrive à un moment où la France se divise, où un bloc agonie l'autre d'injure, quel qu'il soit. Et je trouve qu'un film comme ça, qui parle de réconciliation, qui parle du groupe humain, est indispensable. Il faut qu'on parle à l'autre, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on disserte. Mais si je ne me trompe pas, c'était un peu le sens de beaucoup de choses que vous avez essayé de faire dans votre vie, dans des fictions, c'était de fédérer. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Comme quoi, finalement, producteur, c'était pas mal. Hein. Il n'y avait pas que réalisateur. Non, mais producteur, j'ai passé 40 ans à produire et à diffuser des films ou des séries. C'est un métier extraordinaire. Mais celui-là, c'est mieux. Il vous tient à cœur. Allez, L'enfant qui mesurait le monde, c'est dans les salles depuis hier. Allez-y, c'est un très beau film. Merci à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est assistée par Pénélope Day. Et elles sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.